Bonjour à tous, bienvenue sur cette édition numéro 6 de Start, pour présenter et expliquer aux plus jeunes d'entre vous les métiers du jeu vidéo. Mais avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole du coup à Marie-Charlotte qui est là avec moi sur le canapé pour vous parler un petit peu de So Games. Bonjour à toutes et à tous. Donc So Games, en fait, on est une association qui rassemble l'ensemble des professionnels du milieu du jeu vidéo sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Dès qu'un professionnel en fait travaille dans le secteur du jeu vidéo, il peut venir adhérer à notre association. Et donc en adhérant à l'association, la personne, enfin le studio, va avoir des avantages qui vont être assez multiples. Donc peut-être que je peux un petit peu étayer tous ces aspects-là. Et donc ça rejoint globalement nos missions qui sont d'aider en fait les studios à promouvoir leurs jeux vidéo. On va aider à développer la filière du jeu vidéo sur toute la Nouvelle-Aquitaine, donc montrer tout l'essor de cette filière, mettre en avant en fait tous les studios, puisqu'on a des gros studios comme par exemple Asobo et Ubisoft, dont des intervenantes vont prendre part ensuite, hein, mais on a aussi des petits ce qu'on appelle des studios indépendants, où c'est des personnes qui font peut-être des studios de 10 personnes environ, après ça peut aller un peu plus haut. Et l'idée, c'est de répondre un peu aux besoins de tout le monde. Je crois aussi que l'initiative initiale de Start, en fait, la création, c'était aussi partie du point de départ où il y avait beaucoup de jeunes en orientation, en troisième notamment, qui faisaient des demandes de stage auprès des studios, qui était un vrai sujet pour eux. Tous les studios ne peuvent pas accueillir tout le monde, et du coup, c'était une façon en fait, d'inverser la tendance pour proposer de présenter ces métiers, de les faire découvrir de cette forme-là. Tout à fait. C'est vraiment une initiative qui vient répondre à un besoin, en fait, puisqu'on reçoit beaucoup de demandes de stages de troisième notamment. Et il y a aussi également beaucoup de personnes qui viennent nous contacter pour nous solliciter pour soit diffuser les CV ou en tout cas leur demande de stage pour les gros studios, mais on ne peut pas répondre à tout le monde. Les studios sont très sollicités et ils ont également beaucoup de travail. Donc on a décidé en fait de créer cet événement pour répondre à ce besoin, aider les jeunes dans leur orientation, puisque c'est quelque chose qui nous tient à cœur également, tout cet aspect de formation, de pouvoir aider les personnes à mieux être sensibles à certains sujets et informés. Écoute, parfait, merci beaucoup. Du coup, So Games, couverture régionale, du coup, Grand Sud-Ouest. Exactement. Donc deux pôles principaux, je crois, donc Bordeaux et Angoulême, qu'on Oui. va retrouver aujourd'hui sur plusieurs intervenants. C'est ça. Alors effectivement, en fait, So Games est né de la fusion de Angoulême Jeux Vidéo et de Bordeaux Games. Donc on couvre vraiment tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça va vraiment de Poitiers à Biarritz, hein, globalement. Donc on a deux pôles majeurs qui sont effectivement Angoulême avec un gros pôle créatif. Et puis Bordeaux aussi, qui a une belle attractivité territoriale, qui est une ville un peu plus conséquente. Très bien, parfait. Mais écoute, merci beaucoup. Merci. Je te propose de passer à la suite directement. Et la suite, c'est de vous présenter globalement l'agenda de cette journée. Nous allons voir 4 métiers du monde du jeu vidéo. En premier, nous verrons le métier de level designer, qui sera présenté par Laura de chez Asobo Studio. Nous aurons le deuxième métier qui sera UX designer, présenté par Margaret de Ubisoft, Bordeaux également. Et après, du coup, nous passerons à distance, puisque nous aurons 2 intervenants à distance. Alice, développeuse chez Calanque, et Arnaud, compositeur pour Amplitude Studio, qui nous expliqueront aussi leur métier. Nous revoilà sur ce canapé. Nous avons du coup Laura qui nous a rejoint pour nous parler de son métier. Bonjour Laura. Bonjour. Alors Laura, tu es level designer chez Asobo Studio. Tout à fait. Tout à fait, c'est parfait. Et tu vas du coup nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier. Ok, alors le métier de level designer, par la traduction rapide, c'est vraiment le designer de niveau. Donc le designer va avoir plusieurs responsabilités. Il va avoir d'abord toute la première partie de conception, vraiment où il va devoir définir la quête, ce que doit faire le joueur. Il y a aussi toute une partie où il doit avoir quand même une affinité pour l'architecture et l'art, puisque c'est lui-même qui va construire en 3D l'environnement dans lequel le joueur va pouvoir déambuler. Et il y a toute une partie technique aussi, où c'est toi qui dois, en tant que level designer, t'assurer qu'il n'y ait pas de bug dans le niveau,
implémenter les ennemis, implémenter, pour le cas de Plague, les rats aussi et compagnie. D'accord, ok. Donc c'est pas juste, on va dire, l'aspect décor, hein. Il y a aussi tout un aspect interactif, le positionnement C'est ça. des éléments d'interaction avec, C'est avec le ça. joueur. L'aspect décor, il est plus pour le métier de level builder, où c'est réellement un artiste qui s'occupe de tout ça, mais on travaille vraiment main dans la main avec cet artiste, donc au final, la composition est hyper importante pour nous deux dans le métier. Donc il faut quand même avoir cette affinité pour l'art, sinon c'est un peu dommage pour ton artiste, quoi. C'est vraiment un travail main dans la main pour faire un niveau qui éclate visuellement, mais aussi au niveau du gameplay. D'accord. Alors c'était une des questions que j'avais du coup, avec quel type d'autres personnes en fait dans le développement du jeu tu vas beaucoup interagir? Ce qui est hyper chouette avec le métier de level designer, c'est que tu es un peu au centre de la production et que la communication est très très importante, donc tu discutes avec absolument tout le monde. Tu peux très bien discuter avec le directeur artistique qui va avoir des questions sur... si tu as une question sur une intention dans ton niveau, tu as aussi le directeur créatif, le lead level designer pour qu'il puisse t'aiguiller pour réussir à faire telle ou telle chose dans ton niveau. Les sound designers qui vont intégrer D'accord. du coup directement le son dans ton niveau, donc c'est hyper important de discuter avec eux sur les intentions. Les animateurs qui vont mettre leurs animations dans ton niveau. Donc en fait avec absolument tout le monde. D'accord, donc c'est vraiment central effectivement Oui. dans la conception du jeu. C'est cool. Avant de passer aux questions suivantes, tu nous as amené quelques éléments de présentation du travail que tu as pu réaliser du Ouais. coup pour qu'on puisse les commenter ensemble. Vas-y. Donc c'est des éléments liés à Plague Tale. Alors, petit disclaimer, c'est pas moi qui les ai faits, du coup je n'étais pas sur Plague Tale Innocence, ce sont mes collègues aujourd'hui. Donc pour vous donner une idée, comme je disais, niveau purement conceptualisation, vous avez toute la première partie de schéma où on va essayer en fait de définir ce que le joueur va devoir faire, déjà avoir une idée des espaces. Ensuite, on va commencer à intégrer tout ça en 3D et avoir une petite idée de à quoi ça va ressembler, avoir les événements principaux. Donc là, quand on est ici, on est d'accord, c'est pas encore la version finale, c'est vraiment des premiers éléments et des visuels qui sont pas forcément Tout à fait, finalisés. ça c'est un visuel du 1 en milieu de production où effectivement ça ressemble pas du tout au résultat final, mais on a une idée déjà de l'ambiance qu'on veut. Il y a les événements sur le chemin également avec quelques bugs, mais ça il y a que nous qui les voyons normalement. Le rendu final, on reconnaît cet immense champ de bataille. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'itérations pour passer de ces étapes-là. Oui, il y en a pas mal. À Sobo, on aime bien être sûr que ce soit pile poil et s'il y a quelque chose qui gratte, comme on dit, on ne laisse pas passer. On va vraiment retravailler dessus jusqu'à ce que ce soit pile comme on souhaitait et que ça fonctionne. D'accord, du coup, dans le contexte de ton travail, toi en particulier, tu interviens régulièrement pour affiner globalement le travail sur ce level design? Tout à fait. Avec les retours qu'on a en playtest, donc quand les gens jouent au jeu et qui comprennent rien, par exemple, à un puzzle, avec les retours de mon creative director, des leads ou même des gens de la production en général, on cherche constamment en fait à améliorer ce qu'on a. Très intéressant. Là, autre exemple du coup, en milieu de production, ça c'est le niveau 2 de Plague. On reconnaît, on avait déjà les intentions de base dans l'autre image où on voyait l'objectif final avec l'église en hauteur et la ville qui est sur notre gauche. Et donc voilà, on a le résultat final. Et puis ici, cette même ville, mais cette fois-ci de l'intérieur, avec comme les joueurs peuvent le voir aujourd'hui dans le jeu. Dans ton travail, du coup, tu interviens sur quel type de logiciel? On parle de logiciel 3D, des choses comme ça. Est-ce que tu vas manipuler des éléments plutôt graphiques, plutôt du dessin, modélisation 3D? Alors, dans certains studios, le level designer va directement conceptualiser en 3D l'environnement dans un logiciel de 3D comme 3ds Max, Blender et compagnie. À Sobo, on fait tout ça directement dans l'engine, donc exactement comme si vous faisiez en fait votre environnement dans Unreal Engine ou Unity directement. D'accord, c'est le moteur du jeu dans lequel vous intervenez. Vous C'est avez ça. tout l'outillage pour le faire dedans. C'est ça. Qu'est-ce que tu viserais, toi, comme compétence qui serait utile, voire nécessaire, pour exercer ton métier? Les compétences principales, je pense que c'est vraiment être un bon communicant. La communication, c'est hyper important vu qu'on est constamment en train de parler à tous les membres de l'équipe. Il faut être diplomate, il faut être capable de faire passer ses idées, il faut être capable d'apprendre des idées des autres quand on s'est trompé aussi. Donc c'est vraiment le point principal. Après, je pense qu'il faut aussi être très très curieux quand tu es level designer. Faut pas juste s'arrêter à l'architecture qu'on voit dans les jeux vidéo, mais vachement s'intéresser au monde qu'il y a autour de nous parce qu'on peut vachement en apprendre. Et puis pour finir,
Si tu as une appétence pour l'architecture, après, c'est à toi de la travailler comme le plus possible dans des engines ou juste par du schéma papier aussi pour t'imprégner vraiment des espaces que tu crées et ça se fera tout seul après. Ok. Est-ce que, attends, tu parles beaucoup d'architecture, Oui. est-ce que c'est lié à tout ce qui est modélisation 3D du coup, plutôt aux jeux qui sont en 3D? Mais du coup, comment C'est ça. comment ce métier se transpose dans des jeux qui seraient plus 2D Oui, ou effectivement. d'autres formats? C'est vrai que je fais beaucoup le parallèle avec moi qui fais un jeu en 3D, mais c'est vrai qu'en 2D, tu peux toujours avoir ces notions d'architecture, et ça, il n'y a pas de souci. En revanche, c'est vrai que tu vas plus chercher à faire, comme on appelle, des briques de gameplay, donc faire en sorte que tel moment soit hyper amusant parce que t'as mis un saut avec juste après un ennemi qui ensuite enchaîne sur un autre truc complexe, et ça va plus être des emboîtements comme ça de features de ton jeu qui vont faire que le niveau va être hyper cool. On réfléchit pas de la même manière quand on fait de la 2D et de la 3D. Mais... Quel était ton parcours qui t'a conduit jusqu'à ce métier? Alors, du coup, mon parcours, il y en a, pour vous rassurer, il n'y en a pas un seul qui est le bon. Il y a pas de parcours type, ok. Donc, c'est vraiment important, vous allez faire votre propre parcours. Moi, en l'occurrence, j'ai commencé par faire des études pour devenir commissaire-priseur, donc en vente aux enchères. D'accord. Ça ah n'avait ouais. rien à voir. Ça me paraissait être le meilleur métier pour mon appétence à l'art, à la littérature et à l'histoire en général. Force est de constater que c'était pas ça qu'il me fallait. J'ai atterri en fait en école de jeux vidéo, dans une école qui s'appelle l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Et puis là, en fait, j'ai enchaîné les 5 ans. Et c'est moi qui ai vu que j'avais vraiment ce goût pour le level design et je me suis spécialisée dedans. D'accord. Et au-delà de ta formation, du coup, est-ce que tu as eu d'autres parcours ou Sobo a été du coup ta première expérience dans ce milieu-là? En 3e année, dans mon école, on avait un stage de 6 mois et j'ai fait ce stage du coup à Spider's Game sur Gridfall en tant que level builder, donc la partie plus artistique du métier comme on en discutait tout à l'heure d'ailleurs. Et ensuite, en fait, j'ai donné beaucoup de cours en freelance parce que ça me plaisait vachement d'apprendre à des enfants à utiliser des petits outils de 3D pour qu'ils s'amusent chez eux. Est-ce que Mais, tu en as peut-être à recommander aux enfants qui nous regardent? Des cours de freelance? Non, des outils 3D pour des s'amuser outils chez eux, 3D. peut-être? Oui, il y a Magica Voxel Oui. qui est super. Il y a Blender qui est gratuit mais plus complexe, donc il faut s'y lancer. Et après, il y a Unity et Unreal qui sont vachement ouverts là-dessus, où tu peux te lancer aussi tout seul. Il y a énormément de tutoriels sur Internet. Ok. Et voilà. Et donc, 5e année, j'ai atterri à Sobo pour mon premier CDD. Qu'est-ce que toi, tu vas préférer dans ton job aujourd'hui? Je dirais que ce que je préfère, c'est... donc, c'est très... Vraiment par rapport à Sobo, c'est que j'ai beaucoup de responsabilités. En tant que level designer, je m'occupe vraiment de A à Z à mon niveau et je fais en sorte... C'est moi qui suis vraiment responsable de la qualité finale du niveau. C'est hyper plaisant parce que le moindre truc, c'est toi qui peux y toucher, tu peux donner ton avis. Tu vois vraiment ta patte être dans le niveau et c'est hyper satisfaisant contrairement à dans d'autres structures où c'est plus gros et où finalement tu peux moins voir ta sueur dans le résultat final parce que t'es pas tout seul sur ton niveau, vous êtes 5 ou 6 et ça a ses qualités parce que j'aime beaucoup la coopération mais du coup c'est moins toi. À qui tu penses que ce métier pourrait plaire et à qui tu le recommanderais? Je pense que ce métier peut vraiment plaire à n'importe qui. Typiquement, Est-ce moi. que c'est des gens rigoureux, plutôt dans le côté, je sais pas, artistique, plus dans la visualisation, peut-être Il faut la projection? définitivement avoir une appétence pour le design et l'art et avoir ce truc où tu peux prendre du plaisir à regarder un tableau, à rentrer dans un château, découvrir le lieu, à explorer des lieux dans un jeu vidéo ou un livre. Vraiment, si tu as ces petits trucs-là, c'est que peut-être c'est fait pour toi et que tu vas vouloir toi-même construire ces lieux dans lesquels les gens vont pouvoir déambuler. Après, moi, je l'ai su en fait tout simplement en essayant, donc en faisant des game jams et compagnie. C'est vrai que j'avais juste fait finalement un bac littéraire. Je savais juste qu'il y avait des petits trucs qui pourraient me plaire dedans, mais très concrètement, avant de passer à l'acte, tu peux pas trop t'en rendre compte. Il faut tout essayer. Ouais, alors on va peut-être expliquer du coup exactement, la question arrive. Ouais. Qu'est-ce qu'une game jam en fait? Alors, une game jam, vous pouvez en trouver un peu partout qui s'organise en France, même de chez vous. Le principe du game jam, c'est sur 3 jours, vous allez devoir développer un jeu avec une équipe que vous ne connaissez pas du tout, ou parfois c'est vos collègues de travail, d'école.
Donc vous êtes une petite équipe de 5 et vous allez avoir contre plein d'autres équipes le projet de faire un jeu vidéo en seulement 3 jours sur un thème que tout le monde a. Et à la fin de ces 3 jours, en fait, tu présentes ton jeu. Donc c'est des petits protos, c'est des trucs vraiment minimes, mais en 3 jours, bah, t'apprends vachement en fait sur l'organisation en équipe, sur la créativité et c'est hyper formateur en fait parce que tu réunis tellement d'expériences dans ces petits 3 jours que normalement tu prends des années à avoir dans d'autres domaines. Et du coup, comment tu rencontres ces gens avec qui tu vas collaborer le temps de la création de ce Bah, prototype? Tu peux t'inscrire à une game jam tout seul et on va te mettre dans une équipe où il y a de la place. Et dans ces cas-là, tu rencontres les gens sur le moment et tout. Mais sinon, tu peux t'inscrire à des game jams avec tes amis D'accord. et voir ce qui se passe. Est-ce que tu as un jeu à nous citer qui aurait marqué, on va dire, ton parcours, toi, de gameuse? Oui, moi, je dirais que c'est Mass Effect, la trilogie. C'est vrai, d'accord. Ouais. C'est le premier jeu où j'ai réellement pu incarner un personnage de A à Z, voir mes choix, avoir des conséquences, m'attacher à des personnes complètement fictives. Et vu que tu les vois vraiment sur plusieurs heures, t'as vraiment cette sensation d'avoir tes propres amis alors qu'ils n'existent pas. Et à la fin du jeu, tu te sens complètement vide parce que t'as perdu ta bande de potes, quoi. Et je trouve ça assez rare de ressentir autant d'émotions. Et du coup, est-ce que tu as un jeu à nous citer auquel tu jouais en ce moment? Tout à fait, mais c'est Animal Crossing, donc c'est pas très, j'en suis pas très fière. Pourquoi? Ah, j'ai passé trop Plein de gens d'heures bien là-dessus. qui jouent à Animal Crossing. Mais c'est génialissime, hein. J'y passe beaucoup de bons moments, mais c'est... À tout de Merci. suite. Merci Laura. Nous revoilà, et Margaret nous a rejoint pour nous parler de son métier d'UX designer. Merci à toi. Donc tu es senior UX designer d'ailleurs chez Ubisoft à Bordeaux. Oui. Et du coup, je vais te demander, est-ce que tu peux nous présenter rapidement en quoi consiste ce métier? Donc bonjour à tous. UX designer, c'est User Experience Designer. C'est-à-dire mon métier chez Ubisoft consistait notamment à créer des interfaces, que ce soit dans l'univers du jeu ou hors l'univers de jeu, c'est-à-dire les menus. Ma responsabilité, ça va être de faire en sorte que ces interfaces elles soient faciles à utiliser, faciles à comprendre, qu'elles soient intuitives et si possible de la première utilisation. Donc nous avons un exemple. Donc, Voilà, donc là, public, tout à fait. voilà, donc là, on a par exemple, on a un personnage qui est dans un monde 3D et vous voyez autour, il y a plein de petites informations. Le travail de l'UX designer va être vraiment de réfléchir à quel type d'informations le joueur a besoin à quel moment et non seulement quel type d'informations, mais aussi la taille, parce qu'en fonction de la taille, on va leur donner une importance plus ample. Donc il va falloir penser à la taille, au type d'affichage, au style, et c'est grâce à ces biais-là que le joueur il va savoir où aller. Donc là, par exemple, on voit le nom du niveau, on voit la boussole, le nom du mouvement qu'on vient tout juste de faire avec les points qu'on a gagnés, mais ça c'est à l'instant et après ça va tout de suite disparaître. Tu le vois directement. Voilà, c'est ça. Et donc toute cette réflexion-là, il faut la faire en amont d'un point de vue fonctionnel pour faire en sorte que les joueurs ils soient pas perdus, ils sachent quoi faire et qu'ils soient bien, en fait qu'ils ne pensent pas, qu'ils se concentrent juste au jeu et à se faire plaisir. Et justement, il y a aussi la partie suivante, celle de menu. Alors, juste avant de passer à la suivante, donc on nous demande effectivement UX, à quoi ça correspond. Donc, c'est User Experience. User Experience Designer, oui. C'est ça. Donc, c'est vraiment l'expérience que tu vas avoir interactif, pas tant sur la partie gameplay, mais plus sur la partie interface visuelle avec les éléments du jeu. Alors, c'est les deux. C'est vraiment les deux. Plus globalement, c'est vraiment ça. Sauf que mon rôle aujourd'hui se concentre sur la partie interface. Et les game fields dont on parle, bien sûr, ça fait partie du métier de l'UX designer, mais on peut se spécialiser, être plus orienté dans les game fields, dans la recherche utilisateur, ou être plus orienté dans le design et penser donc aux interfaces, que ce soit dans le jeu, donc comme on voit ici, ou hors le jeu pour le menu. Donc oui, ça fait partie aussi du métier. Donc le deuxième exemple que tu nous as amené, c'est ce menu. Voilà, donc là on a un menu, donc le jeu il est en pause, et on a un menu et il y a forcément un titre, il y a un titre secondaire, il y a des boutons, il y a un choix à faire, il y a des informations qui sont affichées une fois de plus pour orienter le joueur.
Donc ce travail-là, il doit être fait donc, en amont par l'UX designer qui, lui, va réfléchir de manière très fonctionnelle à comment afficher cette information, dans quel ordre, taille, etc. Tout ça pour faire en sorte que l'interface elle soit intuitive, elle soit facile à comprendre et comme je disais, si possible, de la première utilisation. D'accord. Ludique aussi, est-ce que du coup tu rajoutes un élément ludique dans l'interface en plus? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que l'interface n'est pas quelque chose de détaché du jeu. On a les jeux, on a les mondes extérieurs, mais entre les jeux et les mondes extérieurs, il y a un lien qui s'est fait via l'interface. Donc l'interface, elle doit aussi être artistiquement dans l'univers du jeu. Il doit déjà nous mettre un peu dans les mondes du jeu. Et donc c'est important que l'interface, elle procure cette sensation d'être déjà dans le jeu, même si on n'est pas physiquement dedans ou même si on n'est pas dans l'univers 3D du jeu. Ok, on demande de revenir sur la première image, donc celle-ci, pour commenter ça. Donc là, il y a quand même beaucoup d'éléments en fait visuels. Oui. Comment, alors, tous ces éléments qui arrivent sur l'écran, est-ce que c'est des éléments qu'on t'amène, qu'on te demande d'afficher, et après tu travailles ça, ou c'est des éléments que toi, tu vas proposer à afficher au niveau de l'écran également? C'est une bonne question. Disons que tout d'abord, il faut être en accord avec le game designer, le directeur créatif, le directeur du jeu, qui lui, il va exprimer ses besoins et ses intentions design. Et donc, en fonction de ces intentions design, on peut aller récolter aussi plus concrètement de quoi on va avoir besoin sur cet écran-là. Et pour ça, on peut aller voir, par exemple, un game designer ou encore aussi les directeurs du jeu pour vraiment comprendre, si tu veux, faire un peu l'inventaire, faire la liste de quoi vous pensez qu'on va avoir besoin ici. Et donc, à partir de là, d'une manière un peu plus, comment dire, en vrac, je vais commencer à trier les informations, à les placer sur Structurer, l'écran. hiérarchiser peut-être en niveau d'importance. Exactement, à hiérarchiser, à faire un peu comme l'architecture de l'information qu'on dit dans l'UX design. Et à partir de là, proposer des designs, faire des recommandations et tout en tenant en compte que les joueurs, enfin l'être humain, on a un cerveau qui a des capacités qui sont limitées en attention et en mémoire. Et donc c'est à l'UX designer de faire attention à que ce soit bien perçu, que ce soit perçu correctement par les joueurs. Et c'est pour ça, là, on rentre dans une autre partie du métier qui est très importante. C'est pour ça que le UX designer, il va être aussi amené à faire tester les interfaces ou les jeux. Ça peut être un prototype. C'est pas grave si le jeu n'est pas fini. C'est pas grave. Bien au contraire, on fait tester le prototype. Et c'est grâce à cette méthodologie UX que de manière rigoureuse, on est responsable d'extraire les informations les plus pertinentes à partir des retours de joueurs. Et grâce à ces informations pertinentes, pouvoir se rendre compte que, ici, il y a une faille dans mon interface. En fait, le joueur, il n'a pas remarqué qu'on lui a dit d'aller à cet endroit-là parce que l'information, elle n'a pas été affichée suffisamment longtemps ou parce que la couleur n'était pas suffisamment lisible. Donc, il y avait peut-être un problème d'accessibilité. Et donc, vraiment faire attention à ces niveaux-là pour améliorer notre prototype. D'accord. Du coup, les phases de développement sont celles que vous avez décrites, c'est-à-dire que vous allez travailler d'abord en amont sur la construction de ces éléments et après vous allez les mettre entre les mains de gens et voir du coup ce qui marche pas. Oui, vous faites des ça. prototypes et des playtests avec des joueurs et voir comment ils interagissent dessus du coup. C'est ça. Du coup, tu fais ça comment? Tu es derrière à regarder comment ils appréhendent ça? Un peu, oui. Du coup, tu ne regardes pas le jeu, tu regardes les joueurs. Oui, parce qu'on ne sait pas encore lire dans les cerveaux des gens. Donc ça, c'est même un métier à part entière. Donc c'est pas ma responsabilité principale. Je travaille aussi avec d'autres UX designers chez Ubisoft. Et donc il y a ce qu'on appelle les user researchers, donc ou player researchers. Donc c'est vraiment des chercheurs qui sont près des joueurs, que eux, leur rôle, ça va être vraiment de prendre un prototype du jeu ou de l'interface, le montrer aux joueurs, le faire jouer. Et donc le chercheur, il va observer littéralement le joueur jouer et il va lui poser des questions et à partir de là, extraire les informations pertinentes. D'accord. Alors là, pour le coup, on entre dans un métier qui est quand même beaucoup orienté vers la personne.
Tu nous parlais beaucoup de comment fonctionne le cerveau. Est-ce que du coup, Oui. c'est des choses qui sont importantes à voir pour exercer ce métier-là? Oui, oui, il faut tenir en compte tous ces paramètres-là. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on est ultra sollicité, il peut y avoir plein de notifications, où voilà, on va avoir des limites pour tout ce qui est attention, pour se rappeler. C'est pour ça que dans l'écran que vous voyez tout à l'heure de Riders Republic, il y avait des rappels sur les boutons des touches En bas à gauche, qu'on a du sur l'écran, ouais. clavier ou de la manette. Pourquoi? Parce qu'on ne se souvient pas tout le temps de «Ah, mais c'était quel bouton déjà pour sauter ou pour faire telle chose?» Donc, il peut y avoir des petits rappels et tout ça, ça fait partie du fait pendant ces tests-là, on peut se rendre compte que des choses que nous, comme on a la tête dans les guidons, les créateurs, on ne se rend pas compte. Mais en fait, quand on va le montrer aux joueurs, on va se rendre compte qu'en fait, il y a des choses auxquelles on n'aura pas pensé et qu'il faut qu'on corrige. Et c'est très souvent lié justement à la perception du joueur et à ses capacités de mémoire et d'attention D'accord, voilà, pour jouer au jeu correctement. très bien. Du coup, je rebondis sur ça par rapport aux questions aussi qu'on a pu avoir. C'est que, donc, parmi les compétences, du coup, les qualités requises pour exercer ce métier, qu'est-ce que tu mettrais toi en avant comme nécessaire ou qui est vraiment intéressant? Oui, tout à fait. Alors, déjà, moi, d'une part, je m'occupe de tout ce qui est design interface. Donc, il y a un côté design. Il faut avoir cette appétence pour tout ce qui est hiérarchie d'informations, comment je vais placer mes boutons dans l'écran. Il faut vraiment avoir cette appétence pour la partie euh, graphique, mais d'un point de vue fonctionnel. Parce Ouais. que le métier d'un UX designer, c'est pas un métier de graphiste. C'est C'est pas un métier c'est pas du artistique. dessin, c'est vraiment plus de la lisibilité, de la construction d'informations pour le rendre lisible. Donc ça, Exactement. tu vas plutôt faire moins de dessin, mais plus des choses comme ce qui va être infographie, des choses comme ça que tu peux présenter. Oui, c'est très fonctionnel. C'est comme un architecte qui va créer un plan et dans son plan, il va décider que ici, on va mettre une pièce avec 2 fenêtres et une porte. Donc, c'est quelque chose qui se décide d'un point de vue très fonctionnel et pas forcément donc d'un point de vue esthétique. Ceci dit, pour moi, une des compétences principales, c'est d'être rigoureux et de suivre la méthodologie UX. Parce que si on n'est pas rigoureux et on ne suit pas la méthodologie UX, on risque de penser à la place du joueur. D'accord. Donc méthodologie UX, c'est-à-dire se tourner vers la personne qui va s'en servir. Oui, c'est d'aller voir les joueurs cibles et de vraiment appliquer avec rigueur la méthodologie pour faire en sorte qu'on puisse obtenir les informations qui vont vraiment nous aider et de ne pas tomber dans le piège de penser à la place du joueur et de se laisser emporter par ses propres préjugés de créateur. Donc c'est beaucoup d'empathie. Tout à fait. Pour te... Il y a de l'empathie, il y a de la psychologie et ce sont des éléments très très importants parce que si on n'applique pas si on n'a pas cet état d'esprit, un regard un peu naïf d'observateur, qu'on ne prend pas des reculs et voilà, une fois de plus qu'on ne se met pas à la place du joueur, qu'on est vraiment un regard observateur, c'est seulement comme ça qu'on va vraiment être capable de faire un jeu avec une expérience de jeu magnifique. C'est vraiment la méthode, la façon de faire. Parfait. Alors, je pense que tu nous as très bien expliqué ton métier. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer ton parcours et ce qui t'a amené à exercer ce métier-là aujourd'hui? Alors, moi, j'ai fait un diplôme en communication, donc en principe, aucun rapport. Il y a des gens justement qui sont avec nous en live en ce moment qui ont ce parcours-là et qui se demandent du coup comment faire cette conversion vers ce métier. Donc, Très c'est bien, parfait, ça va je leur vais parler. expliquer donc mon parcours. Donc moi, j'ai fait un diplôme en communication en Espagne et en parallèle, je me suis formée parce que j'étais passionnée dans le web design et dans le développement web. Après, quand je suis venue en France, j'ai trouvé un travail où j'étais graphiste web designer dans une société indépendante de jeux vidéo. Donc, j'ai pu devenir web designer dans une boîte de jeux. C'était génial, c'était déjà ma passion. Et si bien j'étais graphiste, j'avais déjà une énorme
sensibilité et attirance pour tout ce qui est utilisabilité. Donc utilisabilité, ça revient à ce que je disais au tout début, tout ce qui est faire en sorte que l'interface soit intuitive. C'est pas juste facile à joli, c'est utiliser. aussi fonctionnel en fait. Exactement. Donc j'étais vraiment très attirée par ça. Et au fil des années, il y a le métier de l'UX design qui a pris de l'ampleur, qui a explosé. Et donc, quand j'ai pu, j'ai saisi l'opportunité et j'ai fait un deuxième diplôme en France. Donc, c'est un diplôme en UX design. Et comme ça, j'ai pu apprendre les métiers dans toute sa globalité, puisque ça ne se réduit pas que à l'utilisabilité des interfaces. Et ce n'est pas du graphisme. Donc, j'ai voulu vraiment apprendre tous les métiers. Et quand j'ai commencé ma formation, qui pour le coup était UX design, mais généraliste, donc c'était pas dans les jeux vidéo, c'était juste devenir UX designer, j'ai su tout de suite, très vite, que le potentiel dans les jeux vidéo et dans la réalité virtuelle était énorme. Alors ça, c'est juste une autre question que j'avais, c'est qu'est-ce qui change en fait entre ce métier, toi qui l'as vu dans un milieu web, par rapport à un milieu dans le jeu vidéo? Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est pratiquement la même chose. Après, il y a quand même une différence importante, c'est que l'UX design dans le web ou pour faire une app sur téléphone, on va, notamment quand on va faire des recherches et des tests d'utilisabilité, on va faire attention au temps que la personne va passer à achever une tâche, un parcours, par exemple sur une application pour acheter un billet d'avion, la tâche, ça va être acheter un billet d'avion pour aller à tel endroit. Mais l'UX designer ou chercheur, il va regarder combien de temps la personne a pris pour faire ça et combien d'erreurs elle a fait, parce que c'est normal, on fait tous des erreurs. Et donc, c'est comme ça, à partir de cette base-là et des données objectives, que l'UX designer va remarquer les problèmes de design, de conception de son interface, du parcours utilisateur. C'est pas pareil dans les jeux vidéo, parce que les cas que je viens de décrire, c'est un cas où il peut avoir des erreurs, où il peut avoir à passer du temps. Mais dans le jeu vidéo, et là je parle vraiment du jeu, donc vraiment hors interface ou hors menu, les erreurs, entre guillemets, ils sont nécessaires. Parce que dans le jeu, il y a une frustration, forcément, sinon ça serait pas drôle. D'accord, c'est la difficulté qui fait qu'il pourrait, donc ça fait partie des éléments aussi d'expérience qu'il y a derrière. Tout à fait. C'est ça qui change, c'est vrai. Et donc ça, c'est une différence qui est importante. Mais après, tout ce qui est menu, c'est pareil. En tant que UX designer, on veut faire un menu ou une interaction pour aller dans le sens plus large, quand par exemple je vais avec c'est mon plus joueur. fonctionnel, on est vraiment dans le fonctionnel Exact. Et moins le côté expérience de jeu. C'est ça. Okay. Là, quand même, on a envie de faire des menus fluides, intuitifs, accessibles, où le joueur on va passer, mine de rien, on va passer du temps dans la boutique pour acheter des objets, regarder son inventaire ou augmenter l'XP dans son personnage. On passe du temps sur ces menus. Okay. Donc les UX designers, on veut aussi que cette interface soit fluide. Agréable, ouais. Voilà, donc ça revient au travail d'un UX designer de manière générale. C'est très intéressant parce que c'est un métier qui est un peu à la croisée de plusieurs chemins. Parce que tu peux arriver d'un milieu artistique, un petit peu, créa, par là où tu es passé. Oui. Tu peux arriver d'un métier un peu plus psychologie, cognitif peut-être. Complètement. Là-dessus. Donc tu as vraiment plusieurs branches qui se rejoignent. Donc en fait, c'est Oui, tout à fait. On peut... Donc moi, je viens plus du milieu purement design visuel. Mais typiquement, un UX designer ou chercheur peut être un psychologue, un neuroscientifique, ingénieur cognitif, donc avoir fait une spécialisation dans les sciences cognitives. Et il n'y a pas de parcours classique parce que c'est un métier qui est récent. Et justement, la formation que moi j'ai faite, elle était UX designer, mais entre guillemets générique. Il n'y avait pas une spécialisation dans le jeu vidéo. Okay. Donc ça a été à moi, déjà par passion, parce que j'adore ça,
parce que j'ai pensé de manière rétrospective à mon travail auparavant, au potentiel de tout ce qu'on aurait pu faire si j'avais appliqué la méthodologie UX dans mon ancien métier, dans la société indépendante de jeux Ouais. vidéo. Donc il y a tout cet aspect-là qui fait que bah il y a Internet, on peut se former, il y a des conférences sur YouTube, il y a des articles, il y a des auteurs, il y a aussi les livres. Par contre, il faut parler l'anglais. Un Pour métier moi, qui est oui, pour moi, c'est très très important parce que important. toutes les sources, elles sont en anglais D'accord. et je les conseille D'accord. fortement. Ok, très bien, merci. Est-ce que tu aurais quelques éléments à nous partager sur ton parcours, toi, vidéoludique? Peut-être un jeu qui t'a marqué, ton enfance ou qui Oui, t'a construit? alors de jeux, j'en ai plein, mais si je devais choisir un, ça serait Tenchu. Ok, C'est un jeu des fins des années ouais. 90 qui m'a profondément marqué, que PlayStation, j'ai non? adoré, Ouais. oui. Et c'est un jeu où il y a des ninjas et c'est un des premiers jeux à avoir introduit une mécanique d'infiltration et d'approche tactique envers les ennemis. Et j'adore ça parce que c'est quelque chose que, en plus, je vois encore et depuis, il y a plein de jeux qui Mm. intègrent ce type de mécanique. Et plus récemment, il y a un jeu qui s'est fortement inspiré de Tenchu qui s'appelle Sekiro, Bien sûr. que j'ai adoré aussi. C'est un jeu dont je suis très 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 passionnée. D'accord. Et Le donc côté voilà, c'est infiltration, vraiment... c'est ouais, c'est mon jeu ton jeu de cœur, c'est de cœur. parfait. Oui. Bah, écoute, merci beaucoup, merci pour ces explications. Et nous revoilà pour accueillir du coup une nouvelle intervenante cette fois, et ce sera Alice qui va nous rejoindre. Bonjour à tous et tous. Donc moi c'est Alice, du coup développeuse à Calanque. Très bien, merci à toi. Donc, est-ce que tu peux rapidement, du coup, comme les intervenantes précédentes, nous présenter globalement à quoi consiste ton métier, s'il te plaît, de développeuse? Du coup le métier de développeuse en fait, là où par exemple un game designer serait la personne qui crée les règles du jeu, l'univers, etc. Le métier de développeuse ou développeur, ça va être de réaliser concrètement une intégration de ces règles pour que ce soit jouable par les joueurs, les joueurs et joueuses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être, si on n'en a pas déjà un, concevoir un moteur de jeu. Donc, c'est ce qui va permettre de faire tourner la physique et le rendu des graphismes. Et ensuite, par-dessus ce moteur, on va venir construire les petits blocs, les briques de mécanique de jeu, en fait. Donc, est-ce que le personnage peut sauter? Comment on contrôle le personnage? La détection des contrôles, le fait d'avoir des outils de traduction pour que le jeu soit dans les différentes langues, Eh oui, bien sûr. intégrer les graphismes par des graphistes, intégrer les sons, etc. Donc ça Ok. peut vraiment être très 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 varié en fait. C'est- D'autant plus quand on est dans une petite équipe, ce qui est mon cas, puisque à Calanque, du coup, on est 11, Oui, un studio indépendant. Et du coup, je suis amené à toucher un petit peu à tout en fait. d'accord. Donc oui, ça a l'air d'être assez riche. Aujourd'hui, donc tu parles effectivement de développement alors, entièrement, c'est-à-dire que vous créez tout, ou de vous appuyer sur des choses existantes. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on est plus dans le développement, on va tout construire à la maison, ou est-ce qu'on a vraiment plus d'outils aujourd'hui qui permettent de faire du développement en s'appuyant sur des choses existantes, peut-être? Alors aujourd'hui, on a justement beaucoup d'outils pour que ce soit possible de développer des jeux sans vraiment programmer. Nous, c'est pas ce qu'on fait, mais pour les hobbyistes, donc les gens dont c'est le loisir, il y a quand même des possibilités de s'essayer à la création de jeux. Il y a tout un panel d'outils. Je vous laisserai dans le chat éventuellement en citer divers, par exemple Game Maker, PG Maker, tout ce genre de choses. Oui, Nous, ce qu'on fait, c'est un peu plus que ça, mais on va pas quand même concevoir un moteur parce que c'est un énorme projet. Ça peut prendre par exemple des années. Et c'est très vaste. Donc nous, on utilise à Calanque, on utilise beaucoup de moteurs Unity, ok. sur lequel ensuite on va programmer les scripts qui vont construire notre jeu, mais au moins on ne fait pas la toute base en fait du moteur, qui est le plus complexe et le plus long en fait. On se concentre vraiment sur créer des jeux plutôt que de créer un moteur.
D'accord, ok. Oui, effectivement. Dans la chatroom aussi de Game Maker, RPG Maker, etc. Unity, Unreal Engine, ce sont les différents noms qu'on a entendu parler, dont on a parlé déjà précédemment sur les intervenants précédents. Du coup, est-ce que pour toi, ce métier aujourd'hui consiste dans le métier du jeu vidéo, du coup, à apprendre à travailler dans ces environnements-là? Ou est-ce que tu penses que c'est au-delà de ça? Euh, Ah, oui et non, c'est-à-dire ça conceptuellement ça peut aller plus loin. Après, en termes de pratique, effectivement, ces moteurs sont beaucoup utilisés dans l'industrie. Donc clairement, ça passe par là en fait d'apprendre du coup. Alors moi j'ai fait, on va revenir sur les parcours après, mais hum, j'ai fait Langevin par exemple et on apprend directement à utiliser le moteur Unity parce que effectivement c'est des compétences qui vont être requises dans l'environnement professionnel après pour la plupart. Et même si c'est pas ce moteur-là en particulier, c'est quand même des concepts qui reviennent, etc. Maintenant, le jeu vidéo, d'accord. ça commence à faire un certain nombre d'années que ça s'établit, donc les concepts reviennent finalement. C'est comme de passer d'un langage de programmation à un autre, en fait, c'est des différences de syntaxe, mais le concept est toujours là. Donc oui, effectivement, apprendre des moteurs, même si on peut pas apprendre tout dans un même cursus, c'est qu'ensuite on se forge au fur et à D'accord. mesure de ses expériences professionnelles. Ok. Donc, Oui, apprendre un moteur, c'est aussi. si je le reformule, l'idée c'est plutôt d'apprendre les concepts de programmation, peu importe en fait le langage ou l'environnement dans lequel tu te penches, que tu considères comme important. C'est ça. En D'accord. fait, du coup, la programmation, donc ça va vraiment être le fait de pouvoir écrire des algorithmes, etc., dans un langage de programmation. Donc, le développement, ça va plus être apprendre, bah, du coup, quand on fait du développement, on a déjà fait de la programmation au préalable. Le développement, ça va plus être de comprendre les concepts de comment designer un logiciel, euh, comment organiser structurellement en fait son code et du coup les différents algorithmes ensemble. Et du coup, ça va vraiment des concepts qui sont un petit peu plus haut niveau, si je puis dire, dans le sens où ils sont plus structurels en fait du logiciel. À quelle étape de la réalisation, du coup, toi, tu interviens dans la construction du jeu? On parlait tout à l'heure de métiers un peu plus créatifs, qui étaient un peu plus en amont. Est-ce que, du coup, toi, tu interviens dans le développement du jeu dès le départ ou un peu plus tard, une fois que tous les éléments, les idées, les concepts, peut-être quelques visuels sont déjà en place? Alors, en tout cas, dans nos studios, on intervient très très tôt en programmation, dans le développement, même peut-être parmi les premiers en fait avec les game designers. C'est-à-dire que ça va être nous qui allons faire les prototypes, donc c'est-à-dire des versions du jeu qui sont un peu des squelettes de ce qu'on va devenir le jeu, qui sont pas définitifs, qui n'ont pas les assets graphiques définitifs, etc. Et les prototypes vont permettre justement de tester des hypothèses de gameplay. Donc, est-ce que le jeu est amusant? Est-ce que c'est intéressant à jouer? Est-ce que ça demande beaucoup de compétences? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est accessible, etc. Donc, le D'accord. prototype va pouvoir permettre de tester ça. Donc, c'est vraiment un des premiers éléments qu'on va faire dès qu'on a un minimum de game design qui a été réalisé. On fait un prototype, on le teste, et donc c'est vraiment au début de la production. Et ensuite, si effectivement l'idée paraît intéressante, on va continuer le développement du jeu et du coup, jusqu'à la fin, toute fin du jeu et même après, s'il y a des correctifs de bugs et des mises à jour, on va intervenir de Oui, manière continuelle c'est sur ça, le tu jeu. interviens même au-delà du jeu une fois il est sorti pour tout ce qui va être suite du maintien du jeu, patch, etc. Du coup, très en amont, quand tu interviens sur les prototypes, donc c'est vraiment en binôme avec les équipes game design pour valider l'hypothèse de jeu. Donc on est vraiment sur des éléments qui sont pas encore forcément à un niveau visuel, j'imagine. Oui. Avec qui d'autre, du coup, interviens-tu dans le développement de ce jeu? Bah alors du coup sur les premières étapes, oui, ça va surtout être avec les game designers, c'est-à-dire qu'on va essayer d'implémenter les règles le plus vite possible, voir comment est-ce que ça s'interconnecte et est-ce que techniquement il y a des problématiques aussi qui sont réalisables ou non, faire remonter éventuellement des soucis qu'on peut voir Ouais. ou ah là il y a un cas qui n'est pas bien géré. Ensuite, au cours du processus de production plus global du jeu, on va intervenir en fait un petit peu avec tout le monde dans l'équipe créative. Donc les concepteurs de son, les graphistes, les animateurs, etc. Est-ce que c'est Euh, pas vous, quelque part, qui allez qui assemblez tous ces éléments-là pour les relier et du coup assembler quelque part le jeu? c'est ça, mais en fait, puisque ça se voit bien dans le sens où en fait, on va créer le
le logiciel lui-même au début pour le lancer en choisissant du coup quelle structure techniquement il va aborder. Mhm. Ensuite, on intègre les règles dedans et ensuite on va y intégrer du coup les sons, les éléments graphistes, etc. et faire des allers-retours avec nos différents collègues de l'équipe créative en fait. Ok. Et du coup, on est vraiment amené à travailler sur tout parce qu'on va fournir par exemple des outils en programmation donc d'équilibrage pour le game designer pour qu'il puisse changer les caractéristiques de tels équipements, etc. par exemple. On va Ou pouvoir peut-être créer la hauteur des... du saut, la vitesse de la course, des choses comme ça dans le jeu. Donc c'est tout ce qui est Ouais, les éléments qui vont définir comment la physique du jeu, comment le personnage ou les éléments d'interaction vont se comporter. c'est ça. On va le rendre tout ça accessible justement à notre game designer pour qu'il puisse tester ses propres hypothèses de gameplay, etc., ajuster le jeu. D'un autre côté, on va pouvoir concevoir des outils techniques, par exemple des shaders qui sont des programmes de rendu en fait. Mhm. Typiquement, comment l'eau est rendue dans les jeux vidéo, imaginez qu'il y a du code et ce code-là, c'est un shader qui permet de dire l'eau elle réagit comme ça. Et donc ça, on va le concevoir de pair avec les graphistes. Alors, il y a même un métier qui a la liaison entre les deux, qui est technical artist, D'accord. qui se base beaucoup là-dessus. On va pouvoir du coup aussi, alors maintenant il y a des moteurs qui sont quand même très bons pour gérer le son, tels que Fmod et Wise, mais on va également pouvoir faire aussi un peu de programmation son avec les... Peut-être pour le rendre interactif en fonction de là où tu te situes dans le jeu, des choses comme ça. Ok, donc C'est brancher cette ça, faire varier interactivité. les pistes selon différentes variables qui se passent dans le jeu. Mettons, je sais pas, le personnage a une variable de stress et quand elle est au maximum, on change la piste audio pour mettre autre chose. Ok, d'accord. Avoir des sons qui ont un peu d'aléatoire sur les sonorités, le timbre, le pitch, etc. pour justement donner de la variance et que ce soit pas toujours les mêmes choses qui se répètent dans le jeu. Ok. Et Euh, de même, on peut imaginer la même chose pour la narration, c'est-à-dire que du coup, alors nous, on n'a pas de rôle dédié pour ça dans une équipe de 11, mais typiquement avec un narrative designer, on pourrait imaginer du coup avoir des dialogues comme ça qui bougeraient. Donc on touche vraiment à beaucoup de choses, et ok, d'autant ok. plus dans un petit studio où on n'est pas aussi spécialisé, puisqu'il faut pouvoir combler les besoins dans tous les domaines, en fait. Et c'est ça qui me plaît d'ailleurs. D'accord. Est-ce que du coup tu pourrais nous présenter ton parcours qui t'a mené aujourd'hui à exercer ce métier? Alors du coup, moi j'ai fait un parcours assez classique jusqu'à la fin du lycée avec un bac S. Mhm. Option ISN, toutefois, informatique et sciences du numérique qui commençait à se développer à l'époque. Et ensuite, je suis parti sur une école d'ingénierie informatique, donc directement, sans prépa, j'ai directement été prise. J'y ai fait 3 ans, j'ai pas terminé les 5 années parce que l'Angevin, qui du coup est l'école nationale des médias interactifs et numériques, des jeux et médias interactifs numériques, pardon, Angevin. Du coup, c'est une formation de master, donc année 4 et 5, Mhm. en jeux vidéo. Et donc, il prend que des bacs +3 en fait. Et dès que j'ai fait mes 3 années d'école d'ingé info, je me sentais assez en confiance. Du coup, j'ai passé les concours à Longeminé. J'ai été prise, donc j'ai terminé en fait mes années 4 et 5 là-bas plutôt que D'accord. l'école d'ingénierie Ok. informatique. Donc, tu savais déjà que tu voulais avoir un parcours dans le jeu vidéo, en fait, en ayant ce cursus-là. À quel moment à peu près tu l'as su, tu t'es orienté pour ça? Alors, en fait, avant de partir en ingénierie informatique, je savais pas tout à fait ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je sentais que j'avais une fibre créative, mais je savais pas tout à fait encore comment l'exploiter. Je passais quand même beaucoup de temps dès le collège à créer des jeux sur RPG Maker, etc. Et, euh, et en fait, arrivé en école d'ingénierie informatique, je me suis rendu compte que la plupart des choses que j'apprenais, j'allais essayer de les réutiliser dans mon temps personnel pour justement essayer de créer des jeux de mon côté. Et du coup, les 3 expériences professionnelles que j'ai eues lors de stages quand j'étais en école d'ingénierie informatique n'étaient pas dans le jeu vidéo, malheureusement. J'ai essayé, mais j'avais pas pu trouver de stage qui était dans le jeu vidéo. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas assez créatif pour moi et j'étais pas épanoui là-dedans. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas voulu attendre de faire les 5 ans et j'ai voulu faire l'Angevin dès que j'ai eu le bac D'accord. +3 et que Pour récupérer j'étais ce en côté créatif. capacité de postuler en fait. Ok. Et là, je me suis effectivement beaucoup plus retrouvé parmi les pairs à Angevin, mes camarades, etc. Je me retrouvais beaucoup plus dans ce qu'on faisait et j'étais plus épanoui créativement, ça me plaît beaucoup Ok. plus.
Alors, très intéressant parce que tu nous as parlé de deux volets, en fait, le côté, le parcours plutôt scientifique, du coup, tu parles de bac S derrière, et à la fois le côté très créatif qui te manquait. Donc, est-ce que tu définirais en fait ton métier comme un mix entre ces deux éléments-là, en termes de peut-être de compétences ou d'appétence derrière? Mmh. Tout à fait, je pense que pour, être développeur justement dans le jeu vidéo, il faut quand même avoir cet esprit créatif en fait pour pouvoir prendre du recul sur ce qu'on fait. C'est-à-dire, bon là ça vient un peu sur par exemple sur le travail du UX designer, mais, en fait on va être les premiers aussi en développeurs à être confrontés au jeu finalement, puisque c'est au quotidien on travaille dessus sur le produit, lui-même qui va sortir à la fin en fait. Mhm. Et du coup, typiquement, si on pourrait, si on arrive à prendre du recul, à vraiment se mettre dans la peau d'un joueur ou avoir un petit peu d'esprit critique, d'esprit créatif, on va pouvoir se dire, ah, en fait, telle ou telle chose, ça rend pas très bien. Cette interface, j'ai intégré ça, mais je suis un peu mitigé. Moi-même, c'est pas pratique quand je teste le jeu, etc. Donc, il y a peut-être des questions à se poser. Donc, il faut quand même avoir, oui, de l'esprit critique, se poser des questions. Ensuite, il faut pas oublier non plus que ce qu'on fait, même si on utilise un moteur existant, en fait, on conçoit quand même un cadre qui délimite les possibles du jeu, en fait, par rapport au cadre technique. Et donc, si vous donnez, je sais pas, une tablette graphique ou un fusain à un artiste, il va pas pouvoir vous faire les mêmes œuvres. Avec un jeu vidéo, c'est pareil. Typiquement, quand S'adapter je au parle support d'éditeur, derrière, quelque chose d'important. comment? S'adapter au support. C'est ça. En fait, c'est qu'on va aussi pouvoir proposer des choses. Typiquement, si je suis capable de proposer un outil qui va permettre à des graphistes de faire bah, des centaines de variétés de shaders d'eau différents, par exemple, je sais pas, Ouais. eh bien, on va pouvoir imaginer créer un jeu autour d'un monde aquatique qui serait très fourni et qui ça ouvre le champ des possibles en fait. Donc on peut également être force de proposition à ce niveau-là. Du D'accord. moins dans des petits studios. Après dans les gros studios c'est peut-être plus dirigé. Je vais pas m'avancer là-dessus puisque pour l'instant j'ai été que à Calanque en studio de jeux vidéo. Ok, donc c'était la fin de la question en fait sur ton parcours, c'est qu'aujourd'hui du coup à la sortie de ta formation tu as rejoint directement Calang, donc un studio de petite taille, ce que tu dis, donc plutôt indé, qui te permet d'avoir une petite équipe et du coup un plus large panel de choses sur lesquelles tu vas peut-être pouvoir intervenir. C'est ça, je me suis en fait Calanque d'ailleurs est venu me démarcher directement sur le plateau projet de Langevin à la fin du M2, donc la deuxième année de master. D'accord. On réalise des projets de groupe à l'école. Ok. Et s'est intéressé par ce que je faisais. Et du coup, j'ai fait mon stage chez eux et ça m'a beaucoup plu. Et justement, c'était le genre de choses que je voulais faire, moi, être dans une petite équipe et avoir l'occasion d'être impliqué en fait à tous les moments du processus créatif dans tous les domaines en fait. Parce que moi, c'est vraiment ce qui me plaît, vraiment la multiplicité des arts en fait dans le jeu vidéo, c'est-à-dire on a de tout, on a de la narration, de la musique, de l'animation, du son. Et en plus de ça, Le côté touche à tout qui te plaît derrière. Ok, très bien, merci. J'ai quelques questions autour de toi, ton parcours de gameuse peut-être. Est-ce que tu aurais du coup un jeu de cœur à nous citer? quand j'ai un de mes premiers jeux, Age of Empires 2, j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que déjà, le jeu me plaisait, le côté historique, etc., de revivre des moments de l'histoire, et surtout l'éditeur de niveau, en fait, qui m'a permis justement de commencer à m'exprimer alors que je ne connaissais pas encore du tout la création. Ah, bon Du coup, exemple, bonne je idée, tout à faisais du fait. level design pour le coup avec, et j'ai vraiment passé des bons moments dessus. Et un de mes gros coups de cœur de ces dernières années, c'est Dark Souls. Ah, Euh, d'accord, tu aimes Bon, la la difficulté a fait que difficulté. j'ai cru que j'allais jamais le finir au début et finalement, j'ai pu le finir et l'histoire qui se découvre petit à petit m'a vraiment beaucoup touché. Ok. Et la profondeur qu'il y a sur les différents éléments du jeu, que ce soit les mécaniques de jeu et à la fois la narration est vraiment fascinante. C'est d'ailleurs aussi une belle prouesse de level design, le premier notamment. D'accord, ok. Ça me fait penser à quelque chose, si je peux faire un parallèle, tu me dis si j'ai tort ou pas, c'est aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui jouent à Minecraft, je pense notamment, il y en a sûrement dans la conversation avec nous, hein. Levez la main dans la chatroom, tiens, si vous jouez à Minecraft. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est une expérience pareille qui peut te permettre d'avoir un parallèle avec toi, ce que tu as pu découvrir, on va dire, sur Age of Empires 2, c'est-à-dire création de niveau, le côté très exploratoire et à la fois euh,
à la fois expérience en fait de jeu derrière. Absolument, absolument. Même encore mieux, Minecraft est aussi un jeu que j'affectionne beaucoup. Ok. Et c'est, enfin, l'espace des possibles à réaliser dans Minecraft est tellement énorme en fait. C'est toujours étonnant ce qu'on peut voir. Même en termes purement techniques, le fait que ce soit possible de créer un micro-ordinateur, une calculatrice dans Minecraft, déjà, c'est juste assez fou. En termes architectural, l'expression est immense. Et ensuite, à partir du moment où il rajoute dedans du modding, etc., on peut créer. Ça devient un moteur de jeu en fait. D'accord, ok. Donc tu confirmes effectivement. Donc voilà, si vous êtes déjà dedans, sachez que vous avez commencé à mettre un pied dans ce parcours-là et que peut-être, si vous avez pris goût, peut-être que c'est une confirmation de continuer dans cette voie-là. Parfait. Écoute, merci beaucoup Alice pour cette présentation et ces explications. Et nous revoilà, nous allons accueillir du coup, encore une fois à distance, Arnaud qui est compositeur du coup, pour Amplitude Studio qui va nous parler de son métier. Et j'accueille Arnaud avec nous en direct, en remote. Bien, merci. Donc, tu es compositeur. Et en quoi ça consiste du coup le métier de compositeur spécifiquement dans le monde du jeu vidéo? Voilà, donc les jeux vidéo, il y a de l'image, mais il y a aussi du son. Et depuis longtemps, il y a de la musique. Et donc voilà, compositeur de musique de jeux vidéo, ça veut dire composer, fabriquer, enregistrer, produire la musique pour un jeu vidéo. Voilà. Ok, donc j'imagine du coup une formation issue du monde musical initialement. Oui, alors donc moi j'ai fait le conservatoire depuis que je suis tout petit. J'ai commencé la harpe quand j'avais 7 ans. Et après, j'ai fait des études de son, de sound design, donc un BTS audiovisuel, un master spécialisé également dans les jeux vidéo. Donc en fait, c'est la combinaison de la musique et des métiers du son. Puisque quand on fait de la musique de jeux vidéo, il faut à la fois savoir jouer de la musique, mais aussi savoir l'enregistrer. Donc c'est pour ça, c'est deux métiers qui se rejoignent. D'accord, ok. Alors, toi, donc formation plutôt classique, hein, tu nous parles de conservatoire. Qu'est-ce qui t'a spécifiquement, en parallèle de ça, orienté dans le jeu vidéo? C'est, on va dire les aléas, parce que j'aurais pu aussi faire de la musique de film. Mais disons que quand j'étais étudiant, mon rêve, c'était de faire des bandes son. C'est-à-dire faire le son, les bruitages, la musique sur de l'image, en règle générale. Faire de l'habillage, Donc, on va dire musical, d'éléments visuels existants. oui, voilà, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler d'abord pour des films, des courts-métrages, des séries, etc. Et donc, c'est là-dedans que j'ai commencé. J'ai commencé en faisant du bruitage, du mixage, donc tout l'habillage sonore de séries d'animation. Et puis, en parallèle de ça, je faisais de la musique. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rentrer en contact avec un studio de jeux vidéo qui s'appelle Amplitude. Et voilà, donc ça fait maintenant presque 10 ans que je fais que de la musique pour les jeux vidéo. Mais ça aurait pu être de la musique de film ou de la musique de théâtre, voilà, lié en fait au visuel, lié à l'image. Très bien, merci. Alors, tu nous as amené quelques éléments à présenter sur un des derniers projets sur lesquels tu es intervenu, du coup, pour Amplitude, qui est le jeu Humankind. Alors, on a quelques vidéos à diffuser. Donc là, c'est une partie. Alors, peut-être que je t'ai laissé commenter. Donc là, Donc ça, c'est un instrument, Oui, du coup, qui est enregistré. voilà, c'est ça. Donc là, c'est notre dernière production avec le studio Amplitude qui s'appelle Humankind. C'est un jeu un peu comme Civilisation où on doit conquérir le monde en choisissant plusieurs civilisations. Donc là, c'est le making of. Donc c'est des vidéos d'enregistrement de la musique. Donc là, par exemple, on a été à Bratislava
voilà, en Slovaquie pour enregistrer un orchestre symphonique. Et voilà, donc il y a plein d'instruments. Donc ça, c'est des percussions. Et puis on a enregistré voilà, des chanteuses, plein d'instruments solistes aussi. Donc tout ça, c'est fait à côté de chez moi, vers Angoulême. Voilà, donc là on voit un instrument baroque, hein, c'est une viole de gambe. Et le chef d'orchestre. Donc ça, c'est tout ce qui est ces enregistrements-là, c'est à la toute fin du projet, quand on a composé toutes les musiques, on va les enregistrer. Et là, pour ce projet-là, on en a fait des clips, des vidéos. C'est un making-of, Voilà, là, effectivement. voilà, un making-of, voilà. On avait aussi là une flûte arménienne, un doudouk, donc voilà, plein d'instruments différents. Là, vous voyez les flûtes, les clarinettes. Donc voilà, donc ça c'est dans le cadre d'une composition, on va dire classique, mais aussi dans les jeux vidéo, il y a plein de choses différentes, il y a plein de musiques différentes, il y a de l'électro, il y a voilà, des synthétiseurs, voilà, maintenant on trouve de tout. On nous parlait effectivement beaucoup de ça dans la chatroom, du coup, en live. Les gens étaient surpris de voir qu'il y avait un travail extrêmement, enfin, plutôt classique, comme ça, dans le jeu vidéo adapté. Donc là, on parle effectivement d'enregistrement de l'orchestre symphonique, et ils s'imaginaient effectivement que c'était plus du travail numérique d'une personne derrière sa station de travail qui faisait d'assemblage d'éléments sonores, de samples par exemple. Donc là, tu nous confirmes qu'effectivement, c'est très diversifié, y compris jusqu'à aller à des enregistrements d'orchestre carrément. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a certains projets où il n'y a pas du tout besoin d'avoir autant de musiciens, où ça peut être juste voilà, des samples ou voilà, un tracker, c'est-à-dire un petit logiciel pour faire de la décomposition électronique. Donc si on prend les vieux jeux sur par exemple la Game Boy ou sur les vieilles consoles, c'était voilà, composé comme ça avec c'était juste une suite de chiffres très simple, voilà. Et puis après on peut avoir si les budgets le permettent, hein, si on a suffisamment la production est suffisamment importante, de pouvoir enregistrer avec des vrais musiciens. Effectivement, alors ça fait partie des choses dont on nous parle. Donc tu parlais de chiptune, qui est cette partie très musique un peu plus codée, on va dire, attachée, on va dire, au hardware, qu'on va plutôt trouver sur les anciennes machines. Aujourd'hui, en fait, on a toujours de ça, mais c'est beaucoup plus large, on a un panel beaucoup plus large, on est capable d'aller chercher des musiques beaucoup plus riches, comme on a ici. Qu'est-ce que je veux dire Oui, est-ce que du coup, la composition, comme ça, d'un jeu, intervient sur la fin du jeu? À quelle étape, en fait, toi, tu vas intervenir sur cette réalisation? Alors nous, on intervient dès la pré-production, c'est-à-dire qu'au tout début du projet, donc il y a une maquette qui est faite, qu'on appelle une vertical slice, c'est-à-dire un morceau de jeu avec des éléments, on va dire, qui vont faire la base du gameplay. Et donc en fait, c'est un jeu en miniature, en fait. Et à partir de ce moment-là, on sait à peu près comment le jeu va fonctionner et aussi quelle va être sa taille. Et donc, en fait, on peut imaginer déjà à ce moment-là pas mal de musique, puisqu'on sait qu'il va y avoir tant de niveaux, tant d'univers. Donc là, par exemple, sur ce jeu-là, je savais qu'il y avait 60 cultures à sonoriser, donc voilà, de la préhistoire jusqu'à l'ère moderne. Donc j'avais beaucoup de travail sur les musiques traditionnelles. Et sur d'autres jeux, ça peut être, je sais pas, il y a 10 niveaux et donc il y aura 10 musiques par exemple. Donc on intervient effectivement le plus tôt possible. Et ensuite, il y a des fois on est obligé d'attendre parce qu'il y a des séquences qui sont scriptées ou qui nécessitent une musique qui est vraiment précise et timée sur la vidéo par exemple. Donc là, on attend par exemple que les vidéos elles soient faites ou que le gameplay soit terminé. Là, tu es sur Donc un ça élément veut dire qui est beaucoup plus cinématographique, en fait, apparenté, on va dire, à l'habillage d'un film ou d'une série dont tu parlais tout à l'heure, de la même manière. ouais, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on peut faire en amont parce qu'on sait que les musiques elles vont être, on va dire, faciles à intégrer.
Et il y a des choses où vraiment l'interactivité est forte aussi et où on doit attendre que on ait tous les enchaînements des phases de jeu pour pouvoir faire la musique. Et souvent, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire on donne une idée dans un premier temps, puis après on l'adapte pour la rendre interactive, par exemple, ou pour l'adapter sur une séquence de jeu. Alors ça c'est un côté très intéressant. On en parlait du coup avant de lancer cette interview, c'est que ce qui est fondamentalement différent ici, c'est que par rapport du coup à un habillage de film ou de série, c'est que là la musique est interactive. Alors Alice nous en parlait tout à l'heure dans le métier de développement, développeuse du coup, du côté du moteur, elle va coder ça, mais du coup toi aussi du côté musical, j'imagine que tu dois créer des choses qui vont s'adapter du coup au contexte du jeu. Oui, tout à fait. Donc, on travaille avec un moteur son. Donc qui est couplé avec le moteur de jeu. Donc dans ce moteur, on peut donner des comportements au son, c'est-à-dire que si on prend une musique, par exemple, on peut la faire boucler et on peut lui donner des comportements. On peut lui dire, là, tu vas être joué que sur cette scène-là. Donc, par exemple, si on a une scène d'infiltration, on va avoir une boucle de musique qui va être plutôt calme. Et ensuite, dès que le joueur va rencontrer un ennemi, par exemple, où il va y avoir une phase de combat, on va faire une transition vers une autre boucle qui va être plus dynamique, plus stressante, par exemple. Et donc, en fait, voilà, la composition dans le jeu vidéo, c'est beaucoup de travailler par segments. Donc, on travaille des petites boucles avec des enchaînements qui permettent de passer de l'une à l'autre. Des choses aussi en aléatoire, voilà, il y a plein de techniques. Et tout ça, c'est pour rendre la musique le moins répétitif possible, pour que les gens ne s'ennuient pas et n'aient pas envie de couper la musique. Et aussi, évidemment, de pouvoir de faire que la musique s'adapte à ce que fait le joueur. D'accord, très bien. Est-ce que tu penses parmi les choses nécessaires pour exercer ce métier qu'une bonne formation musicale, on va dire théorique, voire classique, est nécessaire? Alors, pas du tout. J'ai plein de collègues qui qui n'ont pas fait le conservatoire, qui ont fait de la musique de façon, on va dire, d'abord amateur, qui ont joué chez eux et puis ils ont voulu se professionnaliser plus tard. Disons que le conservatoire, ça permet quand même de pouvoir d'avoir des outils qui sont quand même très précieux, comme savoir lire la musique. Ça, c'est quelque chose qui peut être important, mais c'est pas non plus. On peut aussi, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas fait le conservatoire. Et donc, c'est la même chose pour la musique de jeux vidéo. Ok. Et alors, parfait. Je pense que ça va libérer beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que une bonne culture musicale, c'est quelque chose de nécessaire aussi? Oui, alors il faut être curieux. Quand vous jouez aux jeux vidéo, ce qui est intéressant, c'est d'écouter tout ce qui se passe, d'écouter les bruitages, d'écouter comment les musiques elles arrivent, comment elles se terminent. Ça permet de comprendre un peu, d'essayer de comprendre comment c'est fait. Et puis je dirais que voilà, il y a aussi il y a aussi des choses techniques qu'il faut quand même connaître. Et donc il y a aussi tout le côté fabrication, donc voilà, savoir se servir des micros, des cartes son, etc. Donc tout l'aspect, on va dire, ingénieur du son, qui est aussi peut s'apprendre à l'école ou pas. Voilà, il y a plusieurs manières de. Mais on va dire qu'il faut quand même savoir un petit peu ces deux choses-là, à la fois la musique et comment la fabriquer. Très bien, merci. Alors, on en a parlé lors des interviews précédentes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais des éléments à recommander pour commencer dessus aux plus jeunes qui nous regardent? Peut-être des outils à regarder ou des jeux ou des plateformes qui permettraient de créer des musiques de jeux comme ça? Il y a alors pour composer, il y a des logiciels qui sont très faciles d'accès, qui permettent de faire de la musique assez facilement. Il y a GarageBand, il y a Fruity Loops. Voilà, donc c'est des logiciels où il y a déjà beaucoup de choses à l'intérieur qui permettent de s'amuser et de commencer
à produire de la musique. Donc, par exemple, moi, personnellement, j'ai commencé avec Fruity Loops parce que c'est quelque chose de très simple. Ça tourne voilà, ça tourne en boucle et puis on peut Mais rajouter plein d'instruments de voilà, façon très facile. c'est ça. Tu mets des sons et tu les fais boucler, tu les empiles et tu crées du coup ta séquence musicale par rapport à ça. Ok. C'est ça. Et puis c'est très facile parce que visuellement, on comprend très vite comment ça fonctionne. Et il n'y a pas du tout besoin d'être musicien ou programmeur ou d'avoir des compétences particulières. Ça La, peut juste être un jeu en fait. la question qu'il y avait derrière, c'était plutôt est-ce qu'il y a besoin aussi de beaucoup d'équipements pour pouvoir arriver jusqu'à créer de la musique de jeux vidéo. Donc, ce que tu dis, c'est qu'avec un ordinateur et un logiciel relativement accessible, on peut déjà commencer à s'essayer à la création musicale. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Il n'y a pas besoin d'avoir, voilà, c'est vrai, un ordinateur et puis un casque, hein, et ça suffit. D'accord, très bien. Merci beaucoup Arnaud. Pour conclure, est-ce que tu aurais peut-être des éléments à nous partager à toi sur ton parcours de gamer, du coup? Est-ce qu'il y a un jeu de cœur que tu aimerais nous partager? En fait, voilà, moi j'ai 40 ans, donc c'est vrai que j'ai commencé à jouer avec la NES, la Super NES, hein, donc voilà, c'était vraiment les années 90. Et donc les jeux qui m'ont marqué à l'époque, qui m'ont donné envie de faire de la musique, c'était vraiment les RPG japonais, donc Secret of Mana. Voilà, Final Fantasy. Donc ces jeux-là, en fait, je me rappelle très bien avoir pratiquement pleuré en écoutant la musique d'introduction parce que ça me touchait vraiment beaucoup. Et en fait, j'ai gardé cette nostalgie-là d'avoir ces musiques de jeux qui sont voilà, qui restent imprimées dans ma mémoire et voilà. Donc ça, c'est voilà des jeux qui sont vraiment qui sont ressortis hein, d'ailleurs, hein, mais bon, ça date un peu maintenant. Et du coup, est-ce que c'est ça qui, toi, t'a donné aussi ce goût et cette envie de reproduire ça, peut-être sur des jeux plus récents, plus modernes? Ah bah oui, oui, c'est vrai que tout le côté épique, c'est-à-dire voilà les envolées, le fait d'avoir la dimension héroïque fantasy qu'il y a dans les Final Fantasy, voilà, qui font que on est transporté en fait, hein. Donc Ok. on a envie d'aller plus loin, etc. Et c'est ça qui fait que la musique est réussie dans un jeu, c'est qu'on a envie on a envie de l'écouter toujours et puis de progresser dans le jeu. Ouais. Ok, très bien, parfait. Mais écoute, merci beaucoup. Et voilà, nous revoilà. J'espère que cet événement vous a plu. Donc c'était Start numéro 6, dédié à la découverte des métiers du jeu vidéo. Sachez que numéro 6, il y a eu des numéros précédents. Le numéro 5 qui est toujours disponible sur YouTube, on le mettra pour ceux qui sont en YouTube, on mettra là dans une petite fiche, tu sais comme les influenceurs font, pour retrouver du coup d'autres métiers qu'on a déjà présentés dans l'édition précédente qui sont toujours d'actualité. Voilà, donc nous on vous accueille là pour conclure cet événement, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à envoyer vos questions, alors pour ceux qui sont sur YouTube, dans les commentaires, a posteriori, ou sur les réseaux sociaux, on tâchera d'y répondre. Et surtout, on voulait remercier l'ensemble des intervenants qui ont rendu ça possible. Donc déjà, merci SoGames, merci Marie-Charlotte. Merci. Merci à vous pour avoir rendu ça possible également. Voilà, on voulait remercier aussi l'ensemble des studios qui ont participé, qui nous ont soutenus. Je te laisse... merci beaucoup à Sobo et à Ubisoft, partenaires de l'événement et sans qui l'initiative n'aurait pas eu lieu et sans qui on n'aurait pas pu faire tout ça. Ils sont d'un grand soutien également. Voilà. Merci aux intervenants puisque c'était vraiment très clair et j'espère que ça vous a plu. Exactement, voilà, n'hésitez pas à nous le signaler. Effectivement, on remercie Aurélie et Ludivine du coup de Asobo, Iris et Mathilde de Ubi et Marie-Charlotte, je te remercie également pour SoGames, évidemment.